Je vais m'asseoir et donner la parole. Juste pour dire deux mots, c'est que sur cette dernière table ronde, on a voulu faire écho aux préoccupations de nombreux d'entre vous sur le comment faire. Et dans le comment faire, les rapporteurs de ce matin ont souligné que la puissance publique était interpellée et les territoires, les acteurs du territoire sont interpellés. Et c'est l'objet de cette deuxième table ronde. Donc je vais reprendre, je vais me mettre à côté de vous. Et commencer. Alors, il ne va pas être content, Jean-Marc, parce que dans son, vous savez, le post sur LinkedIn, il dit, moi, agir sur les territoires pour changer le monde. Donc, comment les territoires sont interpellés par rapport à ces utopies foncières, par rapport à ces débats dont on a, qui ont eu lieu hier? Comment est-ce que les territoires peuvent faire? Quel est l'avis du spécialiste pour changer le monde? Et pour articuler les échelles. Alors, on va passer aux recettes pour aller vite. Voilà. Et vous admettez que les recettes que je vous propose sont issues de milliers d'heures de réflexion, de recherche, etc. Et donc, elles ont un poids considérable pour vous, pour ce plaidoyer. Pour aller très vite, les fonctionnements territoriaux et urbains, c'est des flux. C'est des flux, vous le savez encore plus dans vos territoires, c'est des flux que l'action publique tente de maîtriser, mais elle court après. Elle court après les trajectoires résidentielles, elle court après les transactions économiques, elle connaît le nombre de ses habitants, mais pas forcément de ses usagers, etc., etc. Et ça, c'est la faute. Alors, il y avait la faute aux Égyptiens pour le cadastre. Là, c'est la faute à Aristote, parce qu'il nous a fait croire que le politique ne savait s'occuper que de cités intramuros enfermées dans leur périmètre. Et on n'a pas forcément inventé mieux. Et évidemment, l'urbanisme, c'est pareil. L'urbanisme, il s'occupe des stocks, il ne s'occupe pas des flux. Et c'est très embêtant, puisque finalement, on passe à côté. Alors, les autorités politiques et le monde se rend bien compte de ça. Et il invente des institutions multi-acteurs, multi-échelles, multiscalaires. Et donc, on se dit qu'il peut se passer des choses intéressantes dans ces scènes de délibération multi-échelles. Et que c'est là où on pourrait parler de façon intéressante de ce fameux âne et de mille autres choses, comment on coopère pour des trajectoires résidentielles, etc. Parenthèse, la décentralisation telle qu'on nous la vend depuis longtemps, elle ne favorise pas cette idée qu'il y a un autre monde derrière les murs, parce qu'elle est quand même toujours dans cette idée qu'il faudrait avoir un jardin à la française et chacun avec ses compétences dans son précaré. Donc cette vision du monde ne fonctionne pas. On n'arrivera jamais, et encore moins aujourd'hui qu'hier, à ce que chaque niveau ait ses compétences. Mais en plus, ça fait croire que chacun est un peu plus souverain et donc qu'il n'a pas besoin de coopérer avec les autres. Je ferme la parenthèse. Donc on a ces instances de dialogue, de travail, agences d'urbanisme, pôles métropolitains, SCOT et InterSCOT, parcs naturels régionaux, très intéressants comme mode de gouvernance et de dialogue. Et on peut se dire que là, il s'y passe des choses intéressantes. Je fais une généralité, mais en particulier parce que c'est des instances où on travaille pour de vrai. Alors, travailler pour de vrai, ce n'est pas un concept forcément très argumenté, mais quand même. Moi, en tant que petit travailleur presque infatigable de l'action publique, qu'il y a des endroits où on représente, on vote, etc., qui sont les institutions les plus légitimes, en fait, politiquement, mais qui ont une logique de fonctionnement propre. Et puis, ces autres instances où on travaille un peu plus pour de vrai. Alors, travailler pour de vrai, ça veut dire, par exemple,
Moi, je pense fondamentalement que c'est là où se joue l'essentiel, dans l'organisation du travail technico-politique. Ça veut dire que les élus et les techniciens se parlent sans problème, qu'ils échangent des idées, qu'ils peuvent même changer d'idée, changer d'avis dans la discussion. Ça, vous ne le voyez pas dans le vrai monde politique. C'est une scène de travail où on va travailler sur les bons sujets, avec le bon casting au bon moment. Ça, c'est très rare. Vous prenez la planification, c'est jamais au bon moment, parce que c'est imposé par un agenda de mise en compatibilité, de changement législatif, etc. C'est pas forcément avec les bons acteurs, parce que y a un casting imposé, et puis que celles et ceux qui pourraient être là, ils ne viennent pas. Et ce n'est pas les bons sujets, parce que depuis que la planification existe, l'État s'en est servi pour rajouter des thèmes nouveaux chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît dans la société. Donc on fait une liste, on sait très bien faire croire qu'on s'est occupé de tout, mais évidemment on ne s'occupe pas de tout, et on n'est pas dans une logique de fil rouge ou de thématiques spécifiques sur lesquelles on pourrait articuler l'ensemble d'une politique. Donc, je reviens à mes organismes où on travaille bien pour de vrai et où on s'occupe de multi-échelles. Le problème, c'est que ces instances, elles ne sont pas aussi légitimes que les autres. Alors, on pourrait se dire, et c'est la proposition de certains, faisons des instances légitimes, des endroits où on travaille pour de vrai, à la bonne échelle, etc. Moi, j'y crois pas trop. Et donc, ma proposition là-dessus, c'est de dire que ces agences, ces pôles, etc., qui ont quand même été créés par les instances en place. Hein. Alors ensuite, je parle des agences que je connais mieux, je sais pas quoi, la métropole ou le département, la région, disent mais c'est quoi ce truc finalement on a une baisse de budget de fonctionnement, voilà. Alors qu'ils ont été créés, pensés, etc., justement pour pallier les dysfonctionnements de ces instances qui ne savent pas bien travailler entre elles, etc. Ces instances où on travaille, où on progresse, où on articule les échelles, il me semble qu'il faudrait, d'une manière ou d'une autre, leur donner plus de légitimité, soit progressivement, effectivement, qu'elles arrivent éventuellement sans qu'on leur demande, voire sans qu'elles y aient droit à grabiller quelques compétences intellectuelles. Hein. Je vois par exemple les syndicats, ce qu'on appelle les syndicats mixtes mobilité. Voilà. Ils font des propositions. Ne serait-ce que faire des propositions, c'est déjà prendre parti, c'est déjà interpeller les instances légitimes. Et puis les instances légitimes pourraient se préoccuper un peu plus de ce qui se passe dans ces institutions où on travaille pour de vrai, sans les bousculer. Mais par exemple, il y a des cas intéressants, les SCOT ou les interscots. Souvent, les grands chefs, les métropoles, ça, par exemple, ça ne les intéresse pas. Puis, au bon moment, ils se découvrent qu'il y a quand même des choses qui s'y passent. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une préoccupation plus forte des grands élus et de ces fameuses instances légitimes dans ces scènes de débat? Voilà. Moi, par rapport à mon expérience, je pense que c'est peut-être là qu'il y a à assumer que les instances légitimes ne savent pas tout faire, que c'est pour ça qu'elles ont créé tout ça, les dispositifs plus souples, et qu'elles assument qu'il se passe des choses importantes et qu'elles récupèrent, si je puis dire, ce qui est produit dans ces lieux où le dialogue, je le répète, technique et politique se passe mieux. Suggestion pour effectivement en sortir avec l'intramuros, avec la difficulté de ces instances à sortir de leur introversion, parce qu'on sait bien quand même que c'est dans ce multiscalaire que ça se passe. Donc ces instances, elles existent déjà. Il ne faut pas les recréer, parce qu'on va vous argumenter que la multiplicité des instances fait que ça devient illisible, incompréhensible, qu'on se marche sur les pieds. Ça, c'est compliqué aussi. C'est pas compliqué dans la vraie vie.
C'est pas compliqué dans la vraie vie. Pourquoi alors effectivement, c'est compliqué parce que ensuite, pour qu'un technicien d'un département puisse téléphoner à un technicien de la métropole parce que tous les deux s'occupent de la même piste cyclable, ça peut être très compliqué. Ça ne devrait pas l'être quand même. Ça ne devrait pas l'être. Donc c'est bien qu'il y a un problème et que ce qu'on appelle rapidement l'informel peut aussi aider beaucoup à faire bouger les choses. Alors je vais demander à Agnès Touvenot, puisque vous êtes élue, puisque vous êtes au cœur de ces enjeux, comment vous vivez le rôle des institutions, les rapports au territoire. Est-ce que les institutions fonctionnent en silo? Est-ce que, par rapport à ce que Jean-Marc Hoffner vient de dire, il y a des pistes que vous avez soit expérimentées, que vous envisagez? J'ai vu que, je voulais le souligner, que comme vous contribuez à la réflexion prospective sur la ville, vous avez des projets innovants et que vous essayez de les mettre en place. Bonjour à tous et à tous. On réfléchit, hein, tout n'est pas tout mis en œuvre. Déjà, merci beaucoup pour m'avoir invité à cette prise de parole au cours d'un colloque qui était vraiment extrêmement intéressant, qui permet vraiment de nourrir la réflexion et l'action publique. Donc, merci encore pour l'organisation. Je rejoins complètement ce que disait Jean-Marc Hoffner. Peut-être que je vais essayer de répondre avec 3 axes, parce que comme c'est la dernière table ronde, on peut aussi essayer de réfléchir, de faire des propositions. Alors, je ne sais pas si c'est la nouvelle loi foncière qu'on est en train d'écrire pour plus tard, mais je suis pas dans la salle. Voilà, si mais bon, on peut quand même notes. s'amuser, on peut quand même réfléchir. Ce n'est pas la loi logement, mais j'essaierai d'y revenir aussi. Et je vais prendre l'exposition qui a été conçue par les gens AMNA, qui s'appelle Terre, Terrain, Territoire. Ils étaient là, je ne sais pas s'ils sont encore là. Et je vous montre juste le bouquin. Ah, ils sont là. Et voilà. C'est extrêmement inspirant parce qu'ils ont fait ce triptyque-là sur terre, terrain, territoire. Et je vais répondre à partir de ces projets d'exposition, de cette exposition qui tourne encore et elle peut être accueillie. Elle est vraiment très, très intéressante. Et je vais le reprendre dans l'autre sens. Et pour la question du territoire, c'est vrai qu'on a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on planifie à la bonne échelle, à l'échelle des enjeux sociaux et écologiques. Aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour l'aire urbaine, pour penser les aires urbaines. Et on voit bien que la question de l'emploi et la question du logement, elles sont intimement liées. La question des mobilités. Aujourd'hui, dans la métropole de Lyon, voilà, on est peut-être bon sur certains trucs, mais sur le tout cas, on a un syndicat intercommunal de mobilité qui ne correspond pas du tout au périmètre du SCOT. Et donc, on essaye sur l'Interscot, mais même l'Interscot, ça ne correspond pas. Bref, on est en train de faire des planifications sur des enjeux alors on va dire concernant les vivants humains qui ne sont pas du tout à l'échelle. Et alors sur le vivant non humain, tous les enjeux écologiques, c'est encore pire. Et donc on a quand même vraiment un sujet sur à quelle échelle on planifie. Alors bien sûr, le tout est dans tout. Alors finalement, on viendrait à tout planifier sur la très grande échelle. Mais il faut quand même qu'on ait une planification qui soit à la hauteur des enjeux sociaux, écologiques. Alors il faut définir ces grands périmètres. Et puis le deuxième point, c'est aussi dans les outils, en tout cas, donc est-ce qu'il faut rendre obligatoire un outil de planification à l'échelle d'un Interscot, par exemple, de l'aire urbaine. Juste pour vous donner des échelles, par exemple, la métropole de Lyon, c'est 1 300 000 habitants, 400 000 maintenant. Le SCOT, c'est 1,7 million et l'aire urbaine, c'est 2,6 millions. On voit bien qu'il y a un sujet vraiment pour être à la bonne échelle d'intervention. Et le deuxième sujet, c'est la planification. Comment est-ce qu'on a une planification, je l'ai dit hier, mais une planification dans l'incertitude. Aujourd'hui, quand on fait des réserves foncières, on me dit « Mais non, Madame Touvenot, il faut que vous ayez une affectation future. » Mais moi, je ne sais pas quelle est l'affectation future qu'on aura en 2050. Je ne le sais pas. Et il faut qu'on puisse faire ces réserves foncières pour planifier du long terme, du très long terme, et penser les usages nouveaux qu'on est incapable de penser aujourd'hui, de penser la réversibilité aussi qui s'inscrit. Voilà. Et aussi, ça permet aussi de sortir du silo des politiques publiques. La planification, elle est quand même née dans un moment dans les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est le moment où la taylorisation de l'activité économique, elle est poussée au plus haut loin. Et ça s'est traduit dans les villes. On a des zones d'activité, des zones de logement, des zones de loisirs, des zones naturelles. On voit bien que là, aujourd'hui, il faut penser l'imbrication de la ville avec toutes ces fonctions-là. Et du coup, il nous faut des outils de planification qui soient adaptés à cette porosité, cette transversalité. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit, mais en tout cas, vous sentez la chose. Le deuxième point, donc territoire, maintenant c'est le terrain. Le terrain, en fait, il nous faut de l'argent, il faut des sous. On le voit bien, c'est le nœud du problème. Et aujourd'hui, on n'a pas d'outils financiers à la maille, à l'échelle des grands territoires pour penser ces réserves foncières.
Et moi, je me dis qu'on a eu le livret A au début du XXe siècle pour penser le financement du logement social, qui est la véritable réussite sur lequel, surtout, il ne faut pas enlever le livret A. C'est quoi le livret, je sais pas, C, foncier, ou F, pardon, foncier, pour penser l'économie de long terme, de très long terme, à 80, à 100 ans, pour faire les acquisitions foncières. Aujourd'hui, la Banque européenne d'investissement ne considère pas le foncier comme un investissement. Bon, ça, il faut faire changer les choses. Il faut que le foncier devienne un investissement et donc on puisse, les collectivités territoriales et tous les satellites, tous les écosystèmes qui sont autour des collectivités territoriales puissent avoir un vrai levier de financement. Et le dernier point, c'est la terre. Bon, ça a été dit. Alors, c'est vrai que c'était de moi l'expression du prix du vide. Ouais, c'était un peu provocateur, mais quand je vois un promoteur, c'est vide. Quand il met des arbres et des petites fleurs, c'est vide. C'est pas du dur, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à le penser. Et donc, c'est comment est-ce qu'on intègre la question vraiment très forte de la valeur agroécologique. Et à ces conditions-là, et si je fais le lien avec votre question sur la question des citoyens, en fait, il faut que le foncier, ça soit politique. Parce que bon, on était entre nous, mais alors BRS, EPF, OFS, DIA, DPU, DPUR, DPU, ZAC, PUP, bref, c'est incompréhensible. Les habitants, ils n'y comprennent rien. Donc, comment est-ce qu'on en fait? On en parlait avec M. Dupeset hier. En fait, c'est hyper politique. Et à cette condition-là, en fait, on peut en faire un objet de contrôle démocratique très fort. Et il faut que ça soit un objet de contrôle démocratique parce que, voilà, le foncier, c'est vraiment ce qui va permettre de résoudre, en tout cas de travailler à résoudre les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Et voilà des pistes, on va les lancer, on va les continuer. Juste pour continuer le débat, mais je vais passer la parole à Eric, si vous le voulez bien, parce que Eric n'est pas seulement c'est un chercheur, mais sur le terrain. Et donc, dans tes activités pratiques, tu côtoies la périphérie et des espaces ruraux. Donc, comment réagir par rapport à ces espaces ruraux, par rapport aux communes, puisqu'on parle de la décision publique, on reste sur les territoires, les acteurs et la décision publique dans ces espaces dont on ne parle pas très souvent. On a eu la chance d'en parler un petit peu tout à l'heure. Oui, effectivement, je pense que moi je partage tout à fait ce qui vient d'être dit par Jean-Marc Hoffner sur l'importance de prendre en considération le fait que l'espace de la vie quotidienne et l'espace de l'action publique et collective locale ne peut pas aujourd'hui se mener uniquement à l'échelle communale. Je crois que personne va discuter ça et c'est pas du tout mon intention. Et pareil avec ce que vient de dire Agnès Touvenot sur l'écart malgré tout entre la métropole de Lyon qui malgré tout réunit 1 400 000 habitants, mais il y a toujours des échelles supérieures. On pourrait même ajouter l'échelle de l'aire métropolitaine de Lyon-Saint-Étienne de l'ordre de 3 millions d'habitants et puis la région, etc. Malgré tout, j'aimerais qu'on se pose, je voudrais intervenir sur, très brièvement, de lancer quelques points sur la place que peut avoir la commune dans tout ça, et notamment la petite commune, parce qu'on a la France des 36 000 communes, enfin actuellement c'est 35 000, mais ça revient à peu près au même, parce que finalement les communes nouvelles, ça reste bien généralement équivalent à 2 communes. Quelle est la place de ces communes, et est-ce qu'elles sont un carcan, un objet du passé qu'il faudrait... autant que faire se peut, ramener à la portion congrue dans la capacité à agir sur les territoires. Alors c'est les thèses que viennent de développer, notamment Jacques Lévy et Jean Coldefy dans un rapport pour l'Institut Terram qui vient de sortir. Alors ils prônent des gouvernements à l'échelle des aires d'attraction des villes, pour reprendre ou des bassins de vie si on veut. Donc là, on serait à l'échelle de l'aire urbaine, mais comme le note Jean-Marc, de toute façon, il n'y a pas d'échelle pertinente. Donc il y aura toujours nécessité d'avoir des coopérations. Et eux, ils proposent effectivement de supprimer la commune et puis de les remplacer par des intercommunalités qui existent actuellement. Alors la commune est-elle un carcan, y compris la petite commune? Quand on écoute Géraldine Fiéger tout à l'heure, la maire de Saint-Gingolph, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est un carcan? On a l'impression qu'au contraire, c'est une base d'initiative. Et surtout, je crois qu'aujourd'hui, il y a une actualité nouvelle. J'ai moi-même contribué à la critique de l'échelle communale au travers de la notion, en parlant de l'idée que beaucoup de communes deviennent comme des clubs, des petites copropriétés en quelque sorte, et elles perdent l'esprit public. Et l'idée de l'action collective dans le politique au sens de l'idée de comment on vit ensemble, qu'est-ce qu'on partage, comment on agit en commun, etc.
Et en fait, aujourd'hui, on observe un retour d'une volonté d'action collective locale, une culture du commun. Le commun, aujourd'hui, est un terme qui est très présent dans tout un ensemble de débats publics. Et commun, commune, c'est quand même très proche, et c'est pas un hasard. Et je pense qu'il y a là quelque chose qu'on ne peut plus négliger et qui donne, à mon avis, pour l'avenir, une actualité à la commune. Alors, on a beaucoup cité Gare Pisani, et moi, du coup, je vais citer François Mitterrand, avec une citation, alors je ne sais pas si elle est authentique, mais en tout cas, on lui prête l'idée, vous savez que il a, en tout cas, son premier mandat a été marqué dès le départ par la décentralisation, et donc le pouvoir donné aux communes d'agir dans tout un ensemble de domaines, et notamment dans le domaine de l'urbanisme. On s'est assez vite aperçu que ça posait quelques soucis, et donc on a voulu développer l'intercommunalité avec différentes lois, et Mitterrand, quand on lui parlait d'intercommunalité, aurait dit « mais vous vous rendez compte, 36 000 communes, c'est des centaines de milliers d'élus, c'est autant de gens qui auraient voulu être élus à leur place, et vous voulez remplacer toutes ces personnes qui se préoccupent du bien public par un carteron de professionnels ». Alors, je pense qu'il avait à la fois raison et tort dans son propos. Il avait raison parce que, effectivement, la commune est une échelle tout à fait intéressante pour faire se rencontrer, et surtout la petite commune, pour faire se rencontrer des initiatives collectives, des actions en faveur du commun. Enfin, ce que Géraldine Pfleger a développé est tout à fait illustratif de ça, mais on peut citer d'autres exemples d'actualité. On parle beaucoup du renouveau du municipalisme, de l'idée d'avoir des listes qui promeuvent une action la plus collégiale possible, la plus participative, avec tout un tas de commissions où on réunit autant que faire se peut les habitants. Mais bien évidemment, cette utopie-là, elle est la plus réaliste à une échelle réduite. Et ce n'est pas un hasard si finalement la commune qui a marqué les esprits dans ce domaine, c'est d'abord Saillant, 1200 habitants dans la Drôme. Autre exemple, Marie-Monique Robin, donc célèbre comme documentariste pour son travail sur Monsanto et le Roundup, elle a voulu faire un documentaire optimiste, montrant ce qu'on peut faire pour faire face aux crises écologiques, de toutes sortes auxquelles on est confronté. Et où est-ce qu'elle va chercher son exemple ? À Ungersheim, une commune périurbaine de Mulhouse qui fait 2200 habitants. J'ai revérifié récemment. Saint-Gingolph, c'est 900 habitants. Donc, et elle montre effectivement toute une série d'initiatives prises par les habitants avec leur maire sur l'énergie, sur la question de l'éducation, du transport avec un ramassage scolaire avec une carriole, sur l'agriculture avec les liens avec les cantines. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Vous pouvez regarder ce documentaire. C'est qu'est-ce qu'on attend. Donc, pareil, une capacité à faire. Donc ça, c'est, je pense, des choses qu'il faut garder à l'esprit et qui donnent de l'actualité, une actualité évidemment très intéressante à la commune. Alors je disais, et je ne sais pas si tu m'arrêtes, mais je disais, Mitterrand avait en partie tort, c'est lorsqu'il opposait le destin des communes et l'intercommunalité. Et parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'intercommunalité s'est généralisée, elle est un fait admis, incontesté. Alors après, on va discuter les modalités de mise en œuvre. Est-ce que la métropole de Lyon doit conserver sa clause de compétence générale ? Il y a une discussion, bien sûr, mais personne ne conteste l'intérêt et l'importance de l'intercommunalité. Et pourtant, les communes continuent à exister et à opérer. Bien, merci Eric. Au-delà de cette coopération avec les citoyens et peut-être ce qu'on arrive à mener avec eux, tu poses aussi la question de l'intercommunalité et de la commune. Et Christian Dupessé, dans votre commune qui est aussi encore un périmètre, un territoire au contexte différent, vous avez cette articulation des échelles, vous avez les enjeux citoyens. Quels sont les enjeux pour un élu pour mener une action foncière, utopique ou pas ? Je crois qu'on est là, dans cette dernière table ronde, au cœur. Alors, est-ce qu'il y a un bon périmètre ? Est-ce qu'il y a une bonne échelle ? C'est difficile à la définir. Je crois que sur chaque problématique, il peut y avoir une adaptation et un bon périmètre. Mais de toute manière, quel que soit le périmètre, quelle que soit la structure, le rôle de l'élu, il ne change pas. Et je voudrais, pour répondre à votre question, avec quelques verbes, concevoir le rôle de l'élu dans cette démarche. Le premier, et je crois que ça ressort bien des débats de ces 2 jours,
c'est anticiper. Voilà. Je crois que la première, quand on parle d'aménagement du territoire, quand on parle de maîtrise du foncier, quand on parle de capacité à répondre aux besoins, c'est anticiper. Alors, je prends un exemple positif dans ma commune et dans mon agglomération. C'est vrai que la grande ZAC étoile autour de la gare d'Annemasse, on l'a anticipé en commençant à réserver des terrains en 1999. Et puis ensuite, on a passé à une échelle supplémentaire quand on a eu la confirmation que le CEVA, le Léman Express, allait arriver et que donc il allait y avoir là une attractivité extrêmement importante. Et grâce à l'EPF a été créé à peu près à ce moment-là, on a maîtrisé la quasi-totalité du terrain. Alors on a eu aussi la chance d'avoir un hôpital qui a déménagé, donc on a pu maîtriser ce terrain de l'hôpital. Mais c'est vrai que sur la totalité, la quasi-totalité de cette ZAC, c'est la maîtrise publique du foncier qui nous a permis d'engager un projet. Mais anticiper, c'est bien. Me semble-t-il que la deuxième action, c'est avoir une vision. C'est savoir où on veut aller. Et si on a une vision, et comme on est élu, on représente la population, c'est aussi être capable de répondre aux besoins des gens. La vision, elle n'est pas que théorique. On peut rêver, mais les gens, ils sont là. Et les difficultés que l'on vit, les inégalités que l'on vit dans notre région ont été au cœur de notre réflexion. Parce que dans notre région, moi, je suis maire de la 4e ville, c'est ce que me disent les statistiques, la plus inégalitaire de France, après Paris, Neuilly et Boulogne-Billancourt. Alors, on n'est pas dans la même catégorie, hein, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a de très hauts revenus, mais on a une population, on a 30% de logements sociaux, et puis on a surtout une différence entre les gens payés en euros et les gens payés en francs suisses. Et ça, il fallait le prendre en compte dès le départ, et ça a été notre réflexion sur la ZAC, sur comment on allait faire la ZAC. C'est arrivé, et Denis Maire, qui est là et qui avait cette responsabilité-là, on a travaillé sur les fameux 3 tiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a engagé un travail et une réalisation sur 1 tiers de logement social, 1 tiers de logement abordable et 1 tiers de logement libre. Et le tiers de logement social, voilà, on sait faire avec les difficultés actuelles hein, des bailleurs, et la loi qui arrive ne va pas faciliter les choses, mais le tiers de logement abordable, je ne reviens pas sur ce que Renaud Père nous a brillamment expliqué il y a un instant, mais évidemment, c'est le BRS. Et je ne reprends pas ce formidable plaidoyer qui vient d'être fait, et c'était important. Donc, avoir une vision et répondre aux besoins. Le 3e élément, c'est sans doute, y compris pour répondre aux besoins, concerter et agir en même temps. Je crois que la concertation, elle est indispensable avec la population. L'idée de prendre en compte cela, mais elle ne doit pas bloquer l'action. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir mener de pair, avancer de pair à tout moment. Et ça me permet de donner un élément sur le lien avec le privé. Moi, je ne suis pas du tout opposé à travailler avec le privé. Évidemment, ils ont toute leur place. Mais, et dans cette ZAC étoile, c'est assez exemplaire, il y a une concession, voilà, elle fonctionne, mais cette concession, on l'a mis en place, si je me permets l'expression, en gardant les clés du camion. C'est-à-dire que le public conserve tous les éléments de décision, en particulier sur le logement. On a pris le risque logement pour pouvoir dire à notre concessionnaire, c'est ça qu'on veut et pas autre chose. Donc on a un partenariat qui est efficace. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas, mais ça fonctionne d'une manière intéressante. Et puis on en a beaucoup parlé, et c'est sans doute le dernier thème, l'action la plus importante quand on parle du foncier, c'est maîtriser. C'est maîtriser et maîtriser dans la durée. On l'a souvent dit, hein, le temps est quelque chose d'extrêmement important. Et alors, je reviens sur mes clés, là. On maîtrise dans la durée de la concession. Jusqu'au dernier jour de la concession, les décisions seront des décisions qui correspondront à la volonté des élus. C'est un élément important, et le partenariat se passe bien. Mais au-delà, il faut aller plus loin. Et c'est le rôle des foncières en particulier. Et c'est pour ça que l'EPF a créé la foncière et qu'on s'appuie sur la foncière. Je prends toujours dans la même ZAC un seul exemple. Tous les rez-de-chaussée actifs, on a décidé
d'en garder la maîtrise, la totalité des rez-de-chaussée actifs, qu'ils soient commerciaux ou de services ou d'activités, par le biais de l'EPF puis de la foncière. Ça aussi, c'est garder la maîtrise sur le long terme. Voilà, ça me semble être des axes importants. Et puis une petite parenthèse, parce qu'on l'a évoqué entre nous dans les différentes discussions, le conflit public-privé, ça existe aussi. Les intérêts généraux, l'intérêt général, merci Guillaume, l'intérêt général, c'est pas l'addition des intérêts particuliers. Mais comme j'ai le micro là, je veux dire, est-ce que quelquefois les tribunaux nous aident, et notamment les tribunaux administratifs? Moi, je vous cite un seul exemple. Il y a une DUP que nous avons faite, toujours dans cette ZAC, que nous avons modifiée à la demande de la population, que nous avons diminuée avec l'accord du maire. Et donc, tout était bien, puisque la première était acquise. Un recours d'un habitant, le tribunal administratif met à bas la DUP. Il y a un moment où les règles, alors la justice doit être indépendante, mais il y a les règles législatives et les règles qui sont mises en place doivent permettre aussi de répondre aux besoins qui correspondent à l'intérêt général et pas à l'intérêt particulier. Oui, oui, un autre appel du pied. Je pense que vous êtes entendu. Au moins, vous avez des adhérents. Alors, pour cette deuxième partie de la table ronde, on avait envie de se poser la question un peu de modifier, de transformer le regard. On parle du ZAN, on va parler de l'artificialisation des sols, mais au lieu de parler de zéro artificialisation nette, peut-être qu'on pourrait penser à réfléchir des actions pour regarder comment on améliore le nombre de sols naturels, comment on peut agir pour protéger les espaces naturels, et notamment en ville. Alors, pour rebondir sur cette notion de vide urbain, Agnès Touvenot, peut-être que là, il y a des opportunités, non pas pour remplir les vides en artificialisation, mais pour protéger la nature en bénéficiant de ces espaces potentiels. Oui, merci. Je vais m'appuyer notamment parce que je suis présidente de la Société Villeurbannaise d'urbanisme, donc qui est une société d'économie mixte un peu historique puisqu'elle date de 1930 et qui est celle qui a construit les fameux gratte-ciel de Villeurbanne. Et puis sur une expérience qu'on conduit en ce moment avec des habitants, donc ça dans le cadre, comme je suis adjointe au maire, avec des habitants dans le cadre d'une modification du plan local de l'urbanisme. En fait, pour pouvoir faire du vide, et bien le remplir avec toute la biodiversité nécessaire qui permet de répondre aux enjeux de santé mentale, de rafraîchissement de la ville. L'intuition, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, que le public intègre la chaîne de valeur. En fait, aujourd'hui, on a les propriétaires fonciers qui vendent aux promoteurs, qui vendent à l'investisseur. Et nous, la collectivité, quand on ne maîtrise pas le foncier, quand on n'est pas en ZAC avec une maîtrise foncière publique, parce qu'on a beaucoup de ZAC dans la métropole de Lyon avec que des maîtrises foncières privées, où on a des PUP. Et donc, en fait, on est, entre guillemets, pieds et mains liés avec les propriétaires. Et en fait, finalement, le vide est résiduel. Il est résiduel et du coup, il pèse extrêmement lourd dans le bilan de la ZAC. Ou dans le bilan d'opération. Et donc, c'est aujourd'hui, il faut pouvoir intégrer dans cette chaîne de valeur et donc en maîtrisant, en fait, en étant propriétaire, alors avec un EPF, avec des OFS, avec n'importe quel outil, entre guillemets, on s'en fiche, mais de maîtriser, en fait, le foncier nous permet de faire une programmation bien plus ambitieuse et de pouvoir permettre, alors, du vide avec la nature, mais aussi des fonctions économiques qui sont beaucoup moins rentables, ou en tout cas des fonctions économiques sur lesquelles on se dit qu'il y a une très forte valeur ajoutée. Et vous avez la même expérience qu'on est en train de conduire. Nous, on démarre sur Villeurbanne, sur l'accession de l'activité productive dans la ville. Il faut maintenir de l'emploi moins qualifié, de l'emploi en cœur de métropole. Et pour ça, si on n'a pas d'outils qui maîtrisent les rez-de-chaussée, les lieux d'activité productive, en fait, le marché fait le jeu, et donc elles sont envoyées aux franges de la métropole de toujours plus loin. Et donc, il y a des vrais sujets sur les questions de mobilité. Et voilà.
Et donc, dans l'intégration de cette chaîne de valeur, il faut aussi qu'on puisse, et vous l'avez dit à l'instant aussi, c'est la question du partenariat, du contrat avec l'acteur privé. Et c'est comment est-ce qu'on invente, comment est-ce que peut-être qu'il y a un peu il y a peut-être des améliorations à apporter pour qu'on puisse conduire des programmes où le partenaire privé, le promoteur, il est vraiment très en lien et qu'on a une vraie visibilité sur les bilans opérateurs. C'est vrai qu'avec la SVU, par exemple, on se dit qu'on va faire des contrats de promotion immobilière. Parce que d'être en maîtrise d'ouvrage, on n'a pas forcément tous les métiers intégrés. Mais d'acheter en VFA, ce n'est pas non plus la solution. Parce qu'en fait, le promoteur, il a margé. Et on ne sait pas à combien est-ce qu'il a margé. Donc, parce que bon, il y a la marge finale, mais il y a toujours des manières de glisser d'autres types de marges. Donc, voyons le bilan en CPI ou en tout autre modèle. Mais en tout cas, voilà, ça pour moi, c'est un sujet, l'intégration de la chaîne de valeur qui nous permet de générer de la biodiversité, du vide et des fonctions qui sont, entre guillemets, et je le dis bien avec beaucoup, beaucoup de guillemets, qui sont pas rentables. Et l'autre point qu'on est en train de travailler sur ce prix du vide, c'est de travailler sur des obligations réelles environnementales. On avait dans un quartier, on avait le choix dans un quartier qui est en cœur de ville, quoi, vraiment dans le centre-ville de Villeurbanne, qui est un quartier pavillonnaire qui s'appelle le quartier des Poulettes. Joli petit nom, il y avait des poules avant, comme son nom l'indique. Et ce quartier des Poulettes, c'est un quartier pavillonnaire, un lotissement des années 30. Et donc, il est pris en sandwich entre deux projets urbains où on va refaire des gratte-ciel à quelques centaines de mètres. Et donc, là, il est hyper bien desservi, il y a le tramway qui va passer à côté. Bon. Et donc, la métropole nous disait, en fait, c'est du potentiel de constructibilité, il faut y aller, il faut modifier, il faut faire du collectif. Et on a fait une modification participative du plan local de l'urbanisme. Bon, c'était pas facile d'essayer de se dire que ceux qui étaient autour de la table, ils venaient vraiment défendre leurs intérêts particuliers, surtout quand ils étaient propriétaires de pavillons. Donc, il a fallu, un peu... Et on est arrivé à se dire, on garde le pavillonnaire parce qu'il y a un potentiel de biodiversité extrêmement intéressant, extrêmement important. C'est aussi un potentiel de rafraîchissement urbain qui est essentiel dans une ville qui est hyper minérale. Mais on a posé des conditions, on a posé deux conditions. La première, c'est qu'on est en train de rédiger un règlement local de paysage. Et donc, on va demander aux propriétaires de respecter ce règlement local de RLP. Normalement, c'est règlement local de publicité. Mais moi, j'ai mis paysage à la place. Et donc, voilà. Et donc, du paysage. Alors, qu'est-ce qu'on met ? Les végétaux historiques à Villeurbanne. Il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de glycine. Bon, bref, on est en train de faire ça. Et le deuxième point, c'est un travail juridique qu'on va entamer, on ne l'a pas démarré, mais j'espère qu'on va y arriver, c'est essayer de généraliser, en tout cas pour l'instant on va faire sur le mode du volontariat, les obligations réelles environnementales, pour qu'on introduise dans le droit civil, en fait, une obligation supplémentaire. Vous avez la chance d'habiter en ville, dans une maison, mais vous avez aussi une immense responsabilité. Et cette immense responsabilité, c'est que vous entreteniez vos végétaux, que vous fassiez pousser des arbres, que vous agissiez sur la biodiversité. Voilà, ça, c'est un peu les deux axes qu'on est en train de travailler en se disant, voilà, on a une action supplémentaire pour maintenir ce vide dans la ville. Je trouve très intéressante votre expérience parce qu'on parle déjà les ORE, les obligations réelles environnementales, on ne les connaît pas bien et on les voit surtout en milieu rural. Et donc en milieu urbain, on aimera suivre, on aimera suivre l'expérience. Mais sur la même expérience, Eric, je vais te passer le micro, sur la même expérience, tu as un autre point de vue, peut-être celui du citoyen, peut-être celui de la préservation des jardins. Ah oui, le monde de l'urbanisme et de l'aménagement est petit parce qu'il se trouve que dans le cadre de la plateforme lyonnaise du programme POPSU, dont Jean-Marc Hoffner est une figure éminente au niveau national, nous avons engagé une réflexion sur la valeur écologique des sols dans les métropoles. Et dans ce cadre, il se trouve que j'ai été amené à travailler, sans qu'on se concerte avec Agnès Touvenot, sur le quartier des Poulettes. Il se trouve d'ailleurs qu'il y a une chercheuse de mon laboratoire qui habite ce quartier. Donc, effectivement, on regarde ça. Alors nous, on a été mobilisés plus aussi par les habitants, mais par un autre biais. On a lancé un atelier d'une licence professionnelle Nature en Ville pour étudier justement les possibilités de développer une charte à laquelle tous les habitants adhéreraient. Alors, pourquoi s'intéresser à ce quartier ? Moi, je le vois comme un quartier laboratoire d'un enjeu qui, à mon avis, a un fort avenir et qui est un sujet qui devrait nous occuper énormément à l'avenir, qui est celui de la valeur publique des jardins privés.
Voilà, enfin, c'est comme ça que je l'appelle, et je pense que c'est assez intéressant de poser la problématique dans ces termes-là. En fait, des collègues de mon UMR, l'UMR EVS, ont fait un travail de cartographie sur la métropole de Lyon et ont constaté que 73% des espaces végétalisés ont un statut privé. Alors, ça peut être des jardins de copropriété, des jardins d'ensembles locatifs sociaux et aussi, bien évidemment, des jardins de quartiers pavillonnaires. Et je pense que, effectivement, dans les PLU, on réglemente la hauteur des bâtiments, la hauteur des façades, etc. Enfin, les types de toitures, enfin tout un tas de choses. Et on pourrait aussi imaginer réglementer les jardins, les types de haies pour les rendre plus, je dirais, favorables à la biodiversité. Il y a tout un enjeu du côté des écologues, dans les réflexions des écologues sur ces sujets qui sont assez avancés, sur la question déjà des jardins privés, sur les questions de continuité, parce que c'est bien d'avoir un jardin favorable à la biodiversité, mais il faut aussi que la faune et la flore puissent circuler. Alors ça, les PLU peuvent être un outil. Les obligations réelles environnementales aussi, Agnès Touvenot vient d'en parler, donc je ne vais pas y revenir, mais ça peut être aussi, on peut avoir des réflexions autour de cette question-là. On peut aussi on peut imaginer dans une commune, après tout, qu'on recrute quelqu'un et puis cette personne accompagne les propriétaires pour cultiver leur jardin, puis on conventionne, la personne est un professionnel, peut récupérer une partie de la production, la vendre sur des marchés, enfin je ne sais pas, ça n'existe pas encore, mais on peut imaginer des choses de ce point de vue-là. Il y a déjà tout un tas de réseaux qui existent de gens, des personnes âgées par exemple, qui n'ont plus le temps ni l'opportunité, enfin sur le temps si, mais les moyens de cultiver leur jardin, qui vont le mettre à disposition d'autres ménages. Donc ça, je pense que c'est un enjeu par rapport aux crises écologiques auxquelles on fait face, la biodiversité en ville, la lutte contre l'îlot de chaleur, c'est un effet majeur, les questions de paysage, parce que même les gens qui n'ont pas ces jardins, les gens qui sont dans les immeubles autour, ils préfèrent voir des arbres que des immeubles en face de chez eux. Il y a des enjeux de culture vivrière. Je rappelle quand même que c'est 20% c'est Jean Cavaillès d'ailleurs à l'époque qui avait, c'est bien de rappeler son nom aussi, ici, qui avait attiré mon attention sur cette étude de l'INSEE qui montre que c'est 20% des Français qui ont des potagers, et ça représente une part importante du budget de consommation de fruits et légumes à domicile. C'est pas du tout une lubie de bobo, le potager. Donc c'est un vrai sujet, y compris un sujet social. Donc il y a un vrai enjeu autour des jardins, et c'est un enjeu, je dirais, d'autant plus intéressant que politiquement, il y a beaucoup de tensions autour de ce sujet. C'est ce qui en fait un objet particulièrement intéressant. Il y a une tension autour évidemment du zéro artificialisation nette. Vous avez tous noté que dans les décrets qui ont été publiés, on ne considère comme non artificiels que des espaces végétalisés comprenant 25% de couverts arborés. On nous a épargné le ligneux dans la deuxième version, d'au moins 2500 mètres carrés. Alors là, dans le quartier des Poulettes, il n'y a jamais 2500 mètres carrés. Donc tous ces jardins sont considérés... Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il est préférable, d'un certain point de vue, de les considérer comme des réserves foncières pour construire des maisons supplémentaires, faire des surélévations, des extensions, etc., etc. Et effectivement, il y a tout un tas d'arguments qui plaident en faveur de ça. Et d'ailleurs, les politiques actuelles vont dans ce sens-là. Donc là, il y a une tension qui est très forte. Et puis, l'autre tension, Agnès Touvenot l'a dit, vous avez la chance d'habiter en ville et d'avoir un jardin. Donc en fait, avec des politiques, tout dépend où on les mène d'ailleurs, parce qu'il y a des tas d'endroits où avoir le premier... je dirais, la première forme résidentielle d'accession à la propriété des classes modestes, c'est quand même la maison avec jardin, c'est pas l'appartement, parce que c'est ce qu'il y a de moins cher à construire, comme Arnaud Bouteille l'a largement démontré, surtout lorsque le foncier est pas cher. Donc tout dépend des endroits, mais lorsqu'on parle de ville urbaine, c'est plutôt des populations favorisées dont on préserve le bien. Et donc jusqu'où la collectivité est-elle légitime à entretenir ce qui pourrait être une forme de nimbisme ou de malthusianisme foncier. Oui, c'est un vrai sujet. Ça, c'est vraiment un élément de discussion. Et c'est pour ça que je commençais par dire, oui, mais en face, on peut sans doute opposer la valeur publique de ces jardins privés. Et accessoirement, quand on donne des droits à construire aux propriétaires de maisons, ça a bien été expliqué dans une des tables rondes, la maison qui, à Villeurbanne, vaut 800 000 €. En fait, le promoteur, parce qu'il y a des droits de construire qui permettent de faire un immeuble, il va payer 1 400 000 €. Donc là aussi, il faut quand même se rappeler que quand on donne des droits à construire, on donne de l'argent à des propriétaires privés. Alors on pourrait le récupérer, il y a des possibilités de mettre en place des taxes, etc. Mais voilà, le débat est quand même loin d'être simple. Et c'est évidemment pas en 2 minutes qu'on va le trancher.
Non, vous ne réagissez pas, c'est pas pour l'instant. Donc, puisqu'on croise les points de vue, merci beaucoup, et les moyens, vous avez proposé des outils, peut-être à un niveau, à une échelle plus vaste, au niveau de la planification, ou avec sur d'autres territoires. Jean-Marc, tu voudrais réagir et proposer à partir de ton expérience? Bon, j'ai enfin avec Éric quelques points de désaccord, parce qu'autrement on est trop d'accord. On peut lancer le désaccord. Non, mais j'ai un scoop plus intéressant. Je crois que mon voisin prépare un abécédaire de la vie municipale. Je sens pointer quelque chose. Donc, premier A, Annemasse, deuxième A, anticiper. Voilà. Et je pense que Géraldine Flieger serait intéressée à faire l'avant-propos. Alors, si on avait eu une loi sur les sols vivants et pas une loi sur l'artificialisation, et comme j'ai su que quelques-uns d'entre vous été un peu frustrés qu'on ne parle pas finalement beaucoup du ZAN, je me permets juste de vous renvoyer à j'espère que ça sera le dernier article au vrai sens du terme sur le ZAN que j'ai commis dans le dernier numéro de la revue Urbanisme qui s'appelle « Les vers de terre contre le ZAN ». Voilà. Et j'esquisse qu'aurait pu être une loi sur les sols, etc. À minima, on pourrait avoir une vision prospective sur comment est-ce qu'on imagine l'affectation du sol hexagonal à court, moyen, long terme. On ne l'a nulle part, ça. Donc on s'excite effectivement, même si c'est important, c'est peut-être important sur les quelques milliers d'hectares éventuellement urbanisés, avant que la démographie française chute et que le problème se pose très différemment. On ne dit rien sur est-ce que c'est intéressant, si oui, pourquoi d'avoir 100 000 hectares de forêt par an supplémentaires, de quoi a-t-on besoin en surface utile agricole s'il y a plus d'agroécologie, mais s'il y a moins de mangeurs de viande, donc moins d'élevage, donc moins de prairies. Et là, on raisonne sur des millions d'hectares. De quelle surface a-t-on besoin pour les énergies renouvelables? Ça prend beaucoup de place, les éoliennes et le photovoltaïque. Les Allemands, je ne sais pas où ils en sont, mais ils réfléchissent sur quelle part on va prendre pour les énergies renouvelables. Ça devrait être un débat. Autrement, plus, me semble-t-il, plus stratégique, plus important par rapport à ce qu'on a envie de faire de nos sols. Et effectivement, ça pourrait relativiser les enjeux sur ce ZAN qui nous occupe beaucoup trop. Donc je suis pour la calculette, mais sur des enjeux majeurs de prospective, voilà, de prospective sur le sol. Autrement, et donc et c'est surtout dans les espaces NAF finalement, nature, agriculture, forestier, que les échanges se passent et qu'il peut y avoir des dynamiques extrêmement différentes, soit que l'on laisse faire, soit qu'on ait envie d'avoir des projets nationaux sur ces usages de l'espace. On se dit que sur le naturel, on peut être solide, quoi. On voit mal au nom de quoi on pourrait dire on a besoin de moins de surface naturelle. Alors ensuite, comment on les protège? Et c'est là où je suis en limite de compétences, mais les périmètres sont évidents, mais ne sont pas forcément non plus la bonne solution. Évidemment, il faut périmétrer sur des zones Natura 2000, des zones tout ce qu'on veut. C'est le périmètre qui fait la protection aujourd'hui des espaces naturels. Ça pose quand même deux problèmes. C'est que si vous protégez des essences ou de la faune qui va se balader quelques centaines de kilomètres plus au nord parce que ça devient, entre guillemets, irrespirable, et de fait, ça, on peut l'anticiper quand même. C'est déjà là, finalement. Hein. Voilà. Donc, si vous avez des espaces protégés qui ne protègent plus rien, c'est embêtant. Et donc, je n'ai pas de solution là-dessus. En revanche, ça renforce, me semble-t-il, l'intérêt majeur des fameuses trames vertes, bleues et désormais maintenant brunes, qui était une très bonne et très grande idée du Grenelle de l'environnement.
et qui a fait que nous, dans les documents de planification, pour le coup, on a pu se servir de ça, toujours pareil, pour enfin sortir des périmètres, pour enfin pouvoir avoir une structuration multi-échelle. Et puis les trames vertes, c'est coton, si je puis dire, hein, parce que par exemple, on ne peut pas zoomer ou dézoomer une trame verte. Il y a pas mal de SRADET qui se sont plantés là-dessus, en faisant une carte des trames vertes au niveau régional. Mais au niveau régional, on ne part pas. Pour le coup, les poupées russes ne fonctionnent pas. On ne peut pas décliner une trame jusqu'au niveau local, parce qu'au niveau local, elle a une autre morphologie, un autre fonctionnement. Et donc, c'est une anecdote à la fois amusante, mais en même temps qui montre que les outils sont importants. Voilà, il y a des régions qui ont mis « je vous montre la carte, mais surtout ne zoomez pas ». Et puis, il y en a d'autres qui ont fait du flou, qui fait qu'on voyait où ça se passait, mais qu'on ne pouvait pas zoomer pour que le fameux propriétaire de la parcelle ne puisse pas aller râler en disant « qu'est-ce que c'est que ça, j'ai une trame chez moi ». Voilà, donc les trames sont intéressantes parce qu'elles permettent les circulations, elles sont faites pour ça, les corridors écologiques, elles permettent les circulations. Alors ça peut être contesté, tout ne circule pas de la même manière, mais elles s'affranchissent finalement. On se dit qu'elles seront de toute façon utiles. Autant un périmètre de protection, peut-être qu'un jour il ne sera pas utile, ou il pourra protéger autre chose. Mais bon, autant les trames vertes, on est sûr que quoi qu'il se passe, on est sûr que c'est utile. Et par rapport à cette idée d'anticipation nécessaire, mais qui se fait dans un monde de plus en plus incertain, avoir non seulement quelques valeurs sûres, mais aussi quelques structurations sûres, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et je n'avais pas pensé à en parler, mais ce que vous avez dit m'y a fait penser. Nous, on avait regardé, nous, à l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine, on avait justement regardé ce qui se passait sur les trames vertes, en l'occurrence, dans la métropole bordelaise. La métropole bordelaise, c'est un espace périurbain, en fait. Hein. L'essentiel, c'est un espace périurbain avec plein de jardins partout. Et évidemment, et beaucoup de trames vertes qu'on avait détectées se passaient dans des jardins privés. Et sur une commune, on avait travaillé pour anticiper un éventuel dispositif de charte, contractualisation, etc., en repérant des lieux un peu stratégiques où vraiment il fallait que la trame puisse se connecter avec l'autre bout et qu'il y avait peut-être un quartier ou 4, 5, 6 maisons qui étaient stratégiques pour la connexion de la trame et donc où il y avait une espèce d'intérêt général à ce que ces propriétaires se sentent concernés parce qu'ils étaient c'était pas sur la ligne de TGV, mais ils étaient sur une trame verte remarquable à connecter. Voilà. Donc, d'une certaine manière, on revient sur comment on fait pour se sortir des périmètres et pour aussi s'occuper des liens, des réseaux et des cycles. Voilà, les flux et les lieux. Hein. Voilà. Les flux et les lieux. Alors si on revient quand même aussi sur un territoire cerné, périmétré, peut-être circonscrit, je veux dire avec des barrières, comment on articule, comment on résout cette conjonction entre refaire de la nature, loger les citoyens, préserver les sols et construire ? Je crois que de toute manière, les élus qui sont ici partageront sans doute cet avis, on est au cœur des contradictions. On gère en permanence des contradictions. Et c'est aussi ce qui est intéressant, il faut bien le dire, dans notre engagement politique. Et là, des objectifs contradictoires en matière dans le débat qu'on a eu et qu'on a sont importants. Moi, une chose qu'on n'a peut-être pas abordée, le ressenti actuel de la population qui est installée, qui est logée, qui travaille, etc. Quand vous l'interrogez, quand vous discutez, c'est surtout arrêtez de construire, arrêtez de faire venir du monde. On pourrait même dire, s'il le pouvait, et je ne fais pas allusion à un débat politique européen actuel, construisons des murs autour d'une agglomération. On est assez, on est bien, ça suffit, ça suffit. Ça, on l'entend en permanence. Et dans le même temps, les élus eux-mêmes se posent des questions en disant, si on accueille de plus en plus de populations, notamment dans les régions tendues, où il y a
des demandes et où les gens arrivent, comment nous allons suivre en matière de services. C'était dit hier, hein, Agnès, les écoles, les différentes structures, les crèches, etc. Il y a un moment donné, on a du mal à suivre. Et on court après la satisfaction de ces besoins. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont une réalité. Et en face, et c'est là où il y a des contradictions, c'est qu'on a les besoins. Dans une région comme la nôtre, ici, l'attractivité économique, alors elle vient du côté suisse, mais pas que, parce que heureusement, la Haute-Savoie n'est pas que la banlieue de Genève, c'est une banlieue résidentielle, mais c'est aussi une puissance économique importante, et on y tient. Eh bien, on est aujourd'hui dans un choix. Est-ce que l'on va accepter quel type de population, quel nombre de populations on va accepter? On discute en ce moment, dans le cadre des relations avec Genève, dans le cadre du Grand Genève, on discute de la perspective 2050. Et quand on regarde les courbes démographiques, 2050, si on suit le rythme actuel, qui est très important, c'est sur le Grand Genève, plus 400 000 habitants. Plus 400 000 habitants, le Grand Genève, c'est 1 million, hein, en gros. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Et nous, on dit, dont l'essentiel est dû, évidemment, il y a l'augmentation démographique, mais l'essentiel est dû au développement économique de Genève, qui n'est pas freiné, au contraire, voilà, ils veulent de plus en plus. Et on dit, attention, nous, on ne va pas y arriver. Si vous prenez les habitants, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, bah, d'accord, mais on ne prendra pas la moitié des 400 000. On peut, à la limite, et on l'a estimé, tourner autour de 100 000. Ça, plus 100 000, on devrait pouvoir y arriver. Eh bien, c'est un vrai débat sur la capacité à accueillir de la population et avec toutes les conséquences qu'il y a en matière de construction. Et dans ces difficultés, il y a aussi la réalité quotidienne. On a beaucoup parlé de logement social. Il y a la cohésion sociale dans une région où il y a autant d'inégalités, elle est au cœur de nos préoccupations. Et là aussi, c'est une contradiction. Aujourd'hui, sur l'agglomération d'Annemasse, c'est 11 000 demandes de logement social non satisfaits. 11 000 sur une agglo qui fait juste à peu près 100 000 habitants. C'est considérable. Et pourtant, la ville d'Annemasse, par exemple, elle a 30% de logement social. Hein, on n'a pas... Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de construire, on leur dit on ne fait plus de logement. Vous voyez la contradiction qui arrive tout de suite dans cette réflexion. Et puis, il y a le logement social, mais on en a beaucoup parlé. Et encore une fois, je ne reviens pas sur la brillante démonstration de Renaud, sur le BRS. Le BRS, c'est le formidable outil que l'on a aujourd'hui pour loger chez nous les gens payés en euros. Hein. C'est exactement ça. C'est l'outil qui correspond le mieux. Et ça marche. Et ça marche. Mais encore faut-il en construire. Voilà. Donc, ces éléments sont la haute contradiction. Et ça répond bien à votre question, celle qu'on... Le ZAN, moi, alors tout à fait, sur le fond, je partage complètement les objectifs du ZAN. Je dis très, très politiquement, contrairement à mon président de région, je partage complètement. Mais il faut qu'on puisse relever ces défis écologiques, y compris en améliorant, et tu en as beaucoup parlé, les espaces verts, les espaces de respiration à l'intérieur des communes. Et ça, c'est un enjeu parce que ça prend de la surface. Et si on ne construit pas là, où va-t-on construire? Enfin, et ces enjeux sont là. Alors je m'arrête sur ces contradictions énormes et pour essayer de voir quelles pistes on pourrait peut-être pour y répondre. Moi, je pense que par exemple, en matière de construction, il ne faut pas avoir peur, alors je ne pense pas au gratte-ciel de Villeurbanne, mais il ne faut pas avoir peur de monter en étage. Voilà. Et ça, ce n'est pas très populaire. C'est pas très populaire. Et pourtant, j'utilise souvent une expression, je ne sais plus de qui elle est, mais la densité heureuse. Voilà. Et cette idée qu'on peut faire de la densité qualitative à condition d'avoir un environnement tout à fait agréable. Et puis, il y a une autre piste extrêmement importante aujourd'hui, c'est redéfinir la ville multifonction. On en a beaucoup parlé. La ville multifonction, la ville du quart d'heure, enfin voilà, tous ces éléments-là, notamment tout le travail qui se fait autour du devenir des grandes zones d'activité,
Est-ce que on les écarte, on le reste, et on ne pense pas à une autre manière de gérer ces zones d'activité? Évidemment, tout cela nécessitera de travailler avec la population. Ce n'est pas forcément facile, parce que là aussi, on vit les contradictions du quotidien. Quand on est bien dans son endroit, on va me dire, tiens, ils vont venir, il va y avoir un immeuble à côté de chez moi. Non, j'en veux pas. Donc, c'est beaucoup de pédagogie. Voilà. C'est beaucoup de pédagogie, en sachant que les élus portent, et j'y reviens encore une fois, l'intérêt général. Voilà. Et que dans une concertation, il faut savoir aussi prendre parti pour l'intérêt général. Je terminerai en disant que moi, ce que je retiens quand même de ces 2 jours, c'est qu'on a des outils. Alors, les EPF sont un formidable outil, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais c'est un outil qui, en effet, peut être encore plus performant, mais pour maîtriser le foncier, pour faire des plans fonciers, pour anticiper, pour aller plus loin avec des foncières, on a des structures qui existent, qui sont mises en place là. Et bien sûr, si on résout des problèmes liés à la fiscalité notamment, ce serait quand même quelque chose d'important. Mais, y compris pour revenir, et je termine là-dessus, pour revenir sur les périmètres, le millefeuille, le fameux millefeuille français qui a des désavantages, mais pas que. Parce que ça permet aussi d'avoir une représentation. Ce millefeuille, il ne peut fonctionner que si chacun prend sa part. Les élus locaux, oui, les élus locaux, on est là, c'est notre premier travail. Les élus locaux sont là, c'est eux qui sont dans les EPF locaux, bien évidemment, mais nos partenaires, l'État bien sûr, mais les départements, la région, quelquefois, j'ai envie de dire, où sont-ils? Voilà. Et j'aimerais bien qu'ils soient autour de la table en permanence. Merci beaucoup. Alors, vous ne m'en voudrez pas, Monsieur le Président, que je donne le mot de la fin à Agnès Touvenot. Après tout, on a la solidarité féminine, et puis en plus, elle est de valeur. Merci. Non, je voulais juste, pour terminer, c'est vrai qu'il y a un travail de long terme à faire pour améliorer, penser les questions foncières, mais en fait, on a quand même une fenêtre de tir avec le projet de loi Kasbarian. Bon, je ne suis pas du tout pro ce projet de loi, mais il y a quand même un article, l'article 3, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, où on pourrait faire un droit de préemption pour plus-value excessive. Bon, je pense qu'on peut glisser un certain nombre d'amendements. Il y a sûrement plein d'amis, on a plein de collègues qui pourraient porter des amendements à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et donc, moi, je me dis qu'il y a des amendements à rédiger sur 2 sujets. Alors, bon, on peut élargir la... il y a un sujet et en reprenant notamment une proposition du CESE sur le rapport que vous avez fait, notamment sur les cessions à titre onéreux des terrains nus et changements d'usage. En fait, c'est les terrains nus, mais je pense qu'il faut, notamment en zone urbaine dense, les changements d'usage, quand on passe de zonage industriel à zonage résidentiel, il faut absolument pouvoir réglementer ça. Donc, je pense qu'il y a, sur l'article 3, on peut peut-être rédiger quelque chose, collectivement, individuellement, tout ça. Bon, voilà, on se débrouille. Et le deuxième sujet, c'est aussi sur les VFA inversés. Parce que, en fait, aujourd'hui, les bailleurs sociaux peuvent construire que 30% peuvent revendre que 30% de logements en libre quand ils sont en maîtrise d'ouvrage directe. Et on voit que c'est un vrai frein. Il faudrait qu'on puisse être à 50%, voire peut-être un peu plus, en tout cas, pour que la valeur, elle reste dans le logement social. Et c'est un peu Mais là aussi, je pense qu'il y a une fenêtre de tir avec ce projet de loi, et du coup, c'est l'actualité. Donc voilà, Bon, il faut qu'on travaille. Voilà, merci beaucoup et merci. On a encore du travail à faire. Merci, madame. Merci, messieurs, pour cette table ronde riche avec des ouvertures.